Bonjour à tous, merci du coup à l'université de cette opportunité là, de témoigner. Effectivement, c'est une première pour nous, pour Insight, hein. Ça fait quelques années qu'on se pose la question de pouvoir mener à bien un sujet de test CIFRE. On est en lien avec l'écosystème de Nouvelle-Calédonie de manière générale dans notre secteur, qui est le géospatial, la géomatique, je vais vous en parler un petit peu. L'enjeu, effectivement, puisqu'en lien étroit avec notamment le monde de la recherche, via l'IRD principalement, avec l'UMR Espace Dev, Marc Despinois qui n'est pas là aujourd'hui. On cherche vraiment à renforcer ces liens publics-privés, donc on est en plein dedans et c'était l'objectif pour nous via cette thèse. Alors pour le coup, donc je vais commencer par vous présenter très succinctement ce qu'on fait. Alors on va rester dans du basique. J'ai vu qu'il y avait des présentations très techniques. Je ne suis pas un technique moi-même, donc si je dois être jugé par des non-connaisseurs, tant mieux. Alors l'imagerie spatiale, c'est pas compliqué, on a des outils d'observation de la Terre. Alors on peut aller dans des données terrain, ça s'appelle aussi de l'observation de la Terre. On peut avoir des outils comme des drones, comme des avions. Nous on travaille surtout à partir d'imagerie spatiale. Ils sont donc situés entre 600 et 800 km d'altitude et l'objectif de ces satellites, c'est donc de prendre des photos, des représentations de la Terre depuis l'espace. L'enjeu clé, c'est qu'on peut voir énormément de choses grâce à ces satellites pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont tous les jours en train de tourner autour de nos têtes. Donc tous les jours, possiblement entre 10h et midi, on peut avoir une image d'une zone. L'enjeu, c'est que quand on parle d'imagerie satellite, on a un petit exemple, il doit y avoir 2 images là concaténées, mais de la taille de ces images, plus on prend de la hauteur, plus on élargit le champ de vision. Évidemment, on perd en qualité dans la finesse de l'image en soi, mais on a une information qui est très large, homogène à l'échelle de toute l'image, et avec une réelle capacité de récurrence. On appelle ça la revisite du satellite. Parallèlement à tout ça, le satellite a aussi un gros avantage, et de plus en plus ça s'améliore, c'est les capacités qu'on va pouvoir capter avec ce satellite. Quand vous montez dans un avion, vous prenez une photo avec votre téléphone, vos yeux même, vous voyez dans le visible. Le satellite, il voit dans d'autres longueurs d'onde, comme le proche infrarouge, comme le Red Edge, comme le Deep Blue, qui vont nous permettre en fait de disposer d'informations qu'on ne pourrait pas avoir à l'œil nu. Donc l'objet de notre métier, c'est de valoriser ces informations, de sorte à, avec des procédés d'intelligence artificielle, des algos et des chaînes de traitement, de valoriser de la manière la plus automatisée possible ces images, donc ces images satellites, pour en extraire les informations utiles. Quand on parle d'informations utiles, on est vraiment dans des outils d'aide à la décision. C'est majoritairement pour des gestionnaires des territoires, dans un enjeu de gestion durable des territoires et des ressources. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On peut travailler sur des notions d'occupation des sols. Avant de gérer un territoire, c'est quand même bien de savoir ce qui le compose et d'être capable de suivre son évolution au moindre coût possible. Travailler sur des sujets comme l'agriculture, le trait de côte, l'évolution du trait de côte, ne serait-ce qu'en visualisant à l'œil nu, voir l'évolution de ce trait de côte, est-ce qu'il y a eu de l'érosion ou de l'accrétion du littoral, la conservation, tout ce qui traite de végétation des forêts, les risques, développement urbain, etc. etc. L'enjeu clé de cette slide, c'est pas tant pour vanter tout ce qu'on est capable de faire, c'est surtout pour adresser la multiplicité des thématiques adressables par ce type de technologie. Plus la technologie avance, plus on devient, ou moins on est limité dans les capacités de valorisation des images, et donc plus on peut adresser de thématiques au profit de nos territoires et des ressources de demain. À côté de tout ça, donc, on a une vraie activité liée à tout ce qui est les SIG, les systèmes d'information géographique. Alors j'ai employé un mot qui ne fait pas toujours plaisir en début, qui s'appelle la géomatique. Géomatique, c'est géographie par informatique, tout simplement. Il y en a pas mal à l'université, du coup il y a pas mal de cours dans le cursus, notamment géographique, qui traitent de ces aspects. Et l'enjeu, donc, c'est la capacité à pouvoir croiser les données les unes avec les autres. Pour faire très simple, la majeure partie des données ont une composante géographique. La majeure partie du temps, voire la quasi-totalité du temps, quand on croise des données les unes avec les autres, c'est en utilisant cette fameuse composante géographique. L'enjeu donc pour nous, c'est avec l'imagerie spatiale être capable effectivement d'avoir la création de données. Je vais créer de la donnée à partir des images satellites, je vais créer des cartes, je vais extraire des informations. Mais derrière, si je les garde dans un coin, ça ne me sert à rien. Fondamentalement, l'enjeu de créer des données, c'est bien d'être capable de les valoriser. Et pour les valoriser, je vais les croiser les unes avec les autres. Un exemple le plus standard qu'on puisse trouver, on peut, avec l'imagerie spatiale, détecter automatiquement une surface brûlée, savoir où est-ce que le feu a brûlé, quelle est l'ampleur du dégât. Seulement, la seule chose qu'on verra à partir de l'imagerie, finalement, c'est l'ampleur de la zone qui a brûlé. Ensuite, il faut croiser ça avec des données de type occupation des sols pour savoir concrètement qu'est-ce qui a brûlé. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces zones-là qui ont été impactées? Est-ce qu'il y a eu un réel enjeu environnemental? Est-ce que finalement c'était des zones qui brûlent de manière récurrente avec un moindre impact environnemental, même si je ne devrais surtout pas dire ça parce que ça reste un feu de brousse avec la production de carbone, etc. Et finalement de mieux comprendre et cerner les enjeux de tout ce qu'on cherche à observer.
À côté de tout ça, on s'est rendu compte d'une chose, et ça c'est force d'expérience, que la majeure partie du temps, donc nos utilisateurs, nos clients, même si je n'ai pas ce terme, mais ceux qu'on va le plus cibler pour produire nos outils et services, sont les institutions. La majeure partie de ces institutions, qu'elles soient en Calédonie ou dans toute la région Pacifique, ont un réel besoin d'accompagnement. On a de notre côté, par exemple, si je prends le prisme d'Insight, et c'est le cas de la thèse, des sujets particulièrement pointus. Quand on adresse des sujets aussi pointus, on ne peut pas s'attendre à ce que tous les gens qu'on a dans notre écosystème comprennent tout ce qu'il y a comme enjeu, notamment technique, dans ce qu'on est en train de mettre en place. Moi-même, quand on m'a présenté le sujet de la thèse, j'ai dû demander 3 fois d'avoir la même présentation pour m'assurer de bien comprendre ce qu'il allait avoir en sortie. Ce n'est pas quelque chose de simple entre finalement les spécialisations de télédétection et donc les sujets de data science et de comment dirais-je, de système multi-agent, excusez-moi, donc tous les sujets de cette thèse qu'on accompagne, il faut vraiment avoir une notion de démocratisation des technologies et de simplification du message de ce que ça peut apporter dans la gestion durable des territoires. Et donc pour tout ça, on s'est vraiment spécialisé dans l'accompagnement avec des notions de formation et de transfert de compétences. On est intimement persuadé qu'à développer des outils dont les utilisateurs sont incapables de comprendre les tenants aboutissants et donc de challenger la pertinence, amène un vrai problème, puisque très souvent, et ça on l'a vu nous quand on a commencé un petit peu notre activité, il y a eu beaucoup d'abus et on se retrouve finalement à avoir à avoir des utilisateurs désabusés par une technologie. Donc l'enjeu c'est de bien comprendre à la fois les besoins et les solutions qui sont mises en place et de s'assurer que l'utilisateur lui-même comprenne les solutions qu'on lui propose. Et quand on dit comprendre, ce n'est pas le discours commercial. Je pense que je suis très mauvais commercial pour le coup et je m'en félicite parfois. L'enjeu aussi, c'est que plus l'utilisateur connaît et comprend ce qu'on lui propose, plus il est capable de l'internaliser petit à petit et de le faire lui-même, plus il est capable d'être force de proposition. Notre vrai métier chez Insight, ce n'est pas de manipuler de la donnée géographique, c'est de créer des données à partir de procédés d'intelligence artificielle et d'avoir vraiment l'utilisation de la technologie. Donc l'enjeu pour ça, c'est qu'il faut avoir l'utilisateur à ses côtés. On ne peut pas partir du principe qu'on sait ce dont ils ont besoin. On a besoin de l'utilisateur pour cerner le besoin et le qualifier. Et pour ça, du coup, plus on va avoir cette proximité et avoir un client qui comprend ce qu'on lui propose, plus on va être à même de développer quelque chose d'adapté à son besoin. Et dans le meilleur des cas, ça viendra de lui-même. Ah, est-ce que vous seriez capable de faire ça ? Alors ça c'est un exemple très simple, typiquement les surfaces brûlées, j'en parlais tout à l'heure, donc on a une image avant, une image après, on fait des process qui automatiquement nous sortent la zone brûlée et tout à fait automatiquement on peut lui demander derrière de nous qualifier l'impact de l'incendie, que ce soit l'indice de sévérité en fonction de s'il y a plus ou moins de densité ou de couvert végétal qui a brûlé, mais également en termes du coup d'impact statistique finalement, c'est de la géostatistique, en fonction de clairement ce que l'écosystème naturel a perdu à cause d'un événement incendie particulier. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et effectivement, donc Insight a un rôle clé qu'on essaie d'appuyer de plus en plus de facilitateurs. Ça rejoint cette notion de transfert de connaissances, mais ça rejoint surtout cette notion de démocratisation, d'animation et de renforcement des liens au sein d'une même communauté. Je ne vais pas refaire les discours d'Idriss Abderkane sur l'économie de la connaissance, mais finalement on est en plein dedans. Le rapport public-privé, on est en plein dedans aussi, et au-delà de discours qu'on entend et de gens qui disent il faudrait faire, on met tout ce qu'on peut comme énergie pour le faire concrètement, via tous ces rôles de facilitateurs notamment. Donc ça c'était pour Insight, c'était un petit peu macro sur notre activité. Donc nous on encadre une thèse avec Étienne qui est là-haut et qui présentera demain matin, si je ne m'abuse, ou demain après-midi peut-être, je ne sais plus, demain c'est sûr. Une thèse donc, pardon ? Demain matin, merci. Et donc une thèse qui a trait au système multi-agent et à domaine des data science. Donc je le laisserai bien mieux que moi vous expliquer le contenu concret de ce qu'il développe et de tout ce qu'il fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi en fait cette thèse. À la base, encore une fois, quand il m'a parlé de son sujet, alors moi je ne suis pas du tout technique de base, aujourd'hui non plus d'ailleurs, l'idée c'est qu'il a fallu clairement m'expliquer les tenants aboutissants de pourquoi tout ça avait du sens. Une fois que j'ai à peu près cerné techniquement, je n'ai pas dit compris, j'ai dit cerné, je suis capable moi de challenger en tant que facilitateur sur des usages. Il y avait déjà des travaux assez avancés, alors je triche un peu parce qu'ils ont quand même bien avancé sur des travaux liés à l'habitat informel, donc notamment la cartographie ou la probabilité d'évolution, de construction de squats ou d'élargissement d'habitat informel dans certaines zones, sur un projet à l'échelle de la région Pacifique, donc on est vraiment dans tout ce qu'on fait chez Insight avec l'utilisation de données géographiques, dont l'imagerie spatiale. L'enjeu pour moi, c'était de dire d'accord, mais dans tout ça, alors Insight, on a attrait à plein de thématiques, donc on a fait une vraie réunion de brainstorming en disant, dans tout ça, qu'est-ce qui peut nous intéresser ? Est-ce qu'il y a des sujets clés qui apparaissent comme centraux et qu'on pourrait adresser via ce type de sujet de techno ?
Eh bien, la réponse a été oui. Alors, évidemment, on avait plein d'idées en tête, mais l'enjeu a été de prioriser pour en choisir une. Donc, Étienne a la possibilité, travaille aujourd'hui sur 2 thématiques. La première, que sont les habitats informels, et la deuxième liée donc, à l'érosion continentale. Donc, il pourra peut-être en dire un mot demain. L'enjeu, c'est de mieux cerner, en tant que gestionnaire, les risques d'érosion continentale, à la fois des risques que ça se produise. On parle des glissements de terrain à Waialou il y a quelques années de ça, 2016 je crois, avec des décès, donc un risque réel pour la population locale, mais également du coup d'ampleur sur les impacts environnementaux. Alors tout ça, ça se fait avec des spécialistes et du coup via des process très évolués, technologiques, etc. C'est l'enjeu pour nous de rapatrier des compétences externes avec un encadrement scientifique compétent, de sorte à répondre à des problématiques opérationnelles dont nous, on a la vision grâce à notre réseau. Donc tout ça, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc le schéma, il était évident. On est déjà depuis quelques années avec l'IRD, j'en parlais, l'UMR Espace Dev. On est en lien le plus étroit possible avec le secteur public de manière générale, à la fois en utilisateur et en partenaire. Et on est vraiment dans une volonté de renforcement des liens publics-privés. Insight notamment a 2 contrats cadres avec l'IRD en cours. Un qui traite du sujet des mangroves. Je crois savoir qu'il y a une thèse sur les mangroves en ce moment, donc ce serait parfait de pouvoir renforcer les collaborations pour qu'on travaille ensemble. C'est toi là-haut qui fais les mangroves, c'est ça? Parfait. Du coup, on pourra te mettre en lien, c'est top. Et donc, du coup, avec Marc notamment de l'IRD, et donc on a un autre sujet qui traite plutôt de la sécheresse et donc des changements climatiques en lien avec les changements globaux, puisque ça va de pair avec la ressource en eau. Voilà ce que fait Insight. Voilà l'enjeu pour nous d'avoir une thèse, de renforcer les liens publics-privés. Merci du coup. Alors le principe de la CIFRE, c'est merci à l'État, puisqu'on a quand même un financement pour majeure partie de l'ANRT là-dessus. On n'a pas de salaire imposé. Je crois qu'on a un salaire minimum ciblé, mais je ne suis même pas sûr qu'il soit imposé. Mais enfin, l'enjeu après, c'est de la discussion et s'assurer que le thésard, le doctorant, soit dans les meilleures conditions possibles. Et puis derrière, c'est du contrat de partenariat et de bonne entente entre le laboratoire du coup d'Étienne, qui est l'université de la Nouvelle-Calédonie, au-delà d'être l'école doctorale, et l'entreprise pour renforcer les liens à la fois avec l'équipe technique de l'entreprise et l'encadrement scientifique. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions sur... Oui, merci Jean pour cette présentation partenariale. Oui, les thèses aux chiffres commencent, je veux dire, à prendre un petit peu d'ampleur chez nous. C'était quand même très marginal. Et maintenant, effectivement, dans la salle, il y en a déjà au moins 2. Leïla Roy, qui travaille donc avec un géomètre expert, elle a exposé tout à l'heure sur les mangroves, donc Étienne Tac. Et on en a un autre qui a déposé une thèse CIFRE, Emmanuel Couriane, avec le gouvernement notamment de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça se démocratise et c'est bien parce que souvent quand même la CIFRE professionnalise le doctorant et peut-être aussi un vecteur d'intégration plus tard, d'intégration professionnelle. Est-ce que les jeunes, vous avez des questions à poser? Oui, non? Peut-être. Trop passionnant. Ouais. Si elle est moins jeune, alors, est-ce que vous avez des questions pour Jean Massenet? Oui. Peut-être un simple complément, le temps que le micro monte. Effectivement, l'enjeu pour nous de la CIFRE aussi, c'est... alors on a eu, nous on travaille beaucoup avec les acteurs de la recherche, etc. Il y a un vrai lien d'application directe, au-delà du volet, le privé, le commerce, etc. On a un vrai lien de proximité avec l'utilisateur final et l'utilisation concrète et opérationnelle des solutions développées. Et ça, c'est ce qui nous fait vibrer dans le privé, et c'est ce qui nous fait vibrer aussi quand on arrive à avoir ce qui pourrait s'apparenter à de l'adossement, finalement, avec le monde de la recherche. Oui, bonjour et merci beaucoup pour la présentation. Donc moi, je travaille à Ifremer. Je voulais savoir si, dans la genèse de la création de cette thèse CIFRE, vous avez pas mal bossé avec l'IRD Espace Dev, mais le projet, il vient en général de la recherche vers le monde privé. Enfin, c'est ce que j'ai eu l'impression quand j'ai écouté la présentation. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien aussi des fois avoir un peu des retours du privé vers la recherche, que ce soit vraiment une interaction. Et on entend souvent la recherche ne va pas vers le privé. C'est pas vrai. On essaie, on fait ce qu'on peut. Après, c'est vrai qu'on a des fois un langage un peu abscon, même si on fait des efforts.
Mais c'est vrai que je suis curieux d'avoir votre retour sur ce point. Moi, je vais tout de suite rebondir sur la recherche ne va pas vers le privé. Je confirme que la recherche ne va pas vers le privé. Je confirme tout autant que le privé ne va pas vers la recherche. Ou dans tous les cas, dans l'un comme dans l'autre, ça ne se fait pas assez. J'avais soulevé, Claude était peut-être là, à la plénière de Triade, Pium, justement cette problématique. Et c'est une vraie problématique. Et le jour où on fera tous vraiment livre ouvert sur tout ce qu'on voudrait faire, sans parler côté privé de dangerosité, de concurrence et de lâcher des infos, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et côté recherche, de dire ce sont mes données, c'est dangereux, il ne faut pas que j'en parle. Des deux côtés, et clairement, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je suis persuadé qu'en Calédonie, notamment, on a un écosystème qui est propice à ça. La proximité des liens qui nous unit, la proximité des gens de la communauté peuvent faire foi d'exemple de ce qui devrait se faire entre le public et le privé. Ce sujet de thèse est un peu particulier. Clairement, on n'a pas été les premiers privés contactés, déjà. Je n'en veux à personne. Heureusement que les premiers ont dit non. Non, l'enjeu, c'est sur ce sujet particulièrement, c'est la recherche qui est venue nous chercher. En parallèle, nous, alors ça n'a pas été fait du tout avec UMR Espace Dev dans ce cadre, c'était vraiment un projet orienté université ou porté l'idée par l'université en lien avec un autre privé, plutôt un bureau d'études thématique. Derrière, le lien s'est fait avec nous parce que du coup, dans notre écosystème, on savait qu'on était plutôt intéressé par ce genre de partenariat. Nous, par contre, avec l'IMR Espace Dev, avec l'IRD, on a eu plein de sujets qu'on aurait pu ou voulu faire porter via des chiffres. Et on a eu un premier sujet avec le candidat qui a déchanté. On a eu un autre sujet avec le candidat aussi qui a déchanté, je crois. On a fait au moins 2 tentatives assez abouties de volonté de TESIF. Le premier candidat qui nous a échappé et finalement est devenu auto-entrepreneur, il est rentré en métropole, donc c'est pareil, c'est toujours un peu compliqué. Et le deuxième candidat, effectivement, je crois qu'il y a eu des soucis familiaux en gros, mais du coup on n'a pas perduré. Mais on a plein de sujets, nous, dans le pipe qu'on aimerait pouvoir porter, et c'est vrai qu'à part les liens qu'on a étroits avec à la base l'UMR Espace Dev, de l'IRD et nouvellement et qui se renforce avec l'université, on a très très peu de liens avec les autres UMR en fait, donc toujours avec plaisir si on peut échanger, partager. Et là, pour le coup, c'est l'université qui est venue nous chercher. On en était ravis. Merci Jean-Christophe. Ouais, juste pour compléter, j'ai un peu évoqué ce matin, on essaye, nous, de notre côté, de faire ce lien. C'est pas évident, hein, on le sait, il y a des freins, souvent basés d'ailleurs sur des choses un peu fantasmées sur les uns et sur les autres, une incapacité pressentie à travailler ensemble, et on réussit complètement à dépasser ces freins-là. Après, il reste parfois des problématiques très opérationnelles, hein. Typiquement, lorsque des acteurs du monde économique viennent solliciter le monde de la recherche, ce n'est pas forcément pour démarrer sur une thèse. En tout cas, on préfère faire connaissance d'abord sur un profil ou des attendus à plus court terme, et sur lesquels, là, on trouve parfois, du côté de la recherche, une problématique à déclencher les moyens. Ça suppose trouver souvent un stagiaire, un master ou autre, et on bute parfois sur des problématiques très opérationnelles, alors que les acteurs ont fini par se parler, en fait. Mais on fait... Alors, nous, voilà, c'est 1 sur 5, un projet sur 5 qu'on accompagne, issu du monde économique. On réussit à faire ce lien de rapprochement, mais ce n'est pas toujours au succès, effectivement. Merci Christophe. Oui, moi j'ai juste parce que bon, vous représentez le monde économique un petit peu. Qu'est-ce qui fait que le monde économique ne s'approprie pas vraiment, on va dire, cette démarche vers le monde académique au travers des thèses chiffres? C'est mal connu, c'est pas forcément, on va dire, adapté. Je sais pas, c'est... Non, je crois qu'avant tout, il y a une méconnaissance, pour ne pas dire parfois une défiance, de secteurs qui sont pas antagonistes, mais je pense que c'est plutôt de la méconnaissance. Et on va vers ce qu'on connaît, on va vers ce qu'on sait faire. On ne cherche pas forcément l'innovation. Puis le monde économique a avant tout une priorité, qui est la rentabilité. La rentabilité, quand on est dans la recherche, ce n'est pas forcément la priorité. Donc il y a ces 2 aspects qui sont antagonistes. Mais après, quand ça se rejoint, ça fait de belles choses. Voilà. Merci, oui, c'était justement un petit peu ces questions-là que je voulais aborder. Le temps recherche n'est pas forcément le temps dans le privé, donc ça c'est un vrai souci. Et puis l'autre question, alors ça c'est plutôt une question que je voulais poser, que deviennent finalement les jeunes qui ont bénéficié d'une bourse? Enfin, nous, on en a eu un certain nombre, hein, mais très peu ont eu des propositions d'embauche post-thèse. Donc ça aussi, c'est une question adressée.
Et la première question que moi je me suis posée, c'est est-ce qu'il y avait une véritable adéquation entre finalement le sujet et la capacité de faire, j'allais dire, un plan de carrière post-thèse. Et est-ce que ça n'a pas été un outil utilisé un peu peut-être dévoyé de son objectif premier? Enfin, moi j'ai quelques exemples pour illustrer aussi bien un cas qu'un autre. Possiblement. Alors je pense que... Merci Claude. Non, je suis en formation ESSEC, on vient de faire des cours sur la gestion de projet, des rappels assez intéressants. Tout dépend de la finalité en fait. On a tous plein d'objectifs partagés et on n'est pas forcément d'accord avec la finalité. L'enjeu effectivement c'est que le secteur économique a un besoin, un devoir de rentabilité, on n'est pas perfusé, quoique ça dépend du secteur. Pour le coup, on n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas forcément les mêmes enjeux. Partageant ça, le seul enjeu qu'on a vraiment en commun quand on lance une thèse cible, c'est la finalité. Typiquement, et je me retourne vers Étienne, en fait, nous, la finalité est très claire, c'est de disposer d'un outil, d'un service opérationnel et commercialisable. À partir du moment où c'est commercialisable, la problématique du secteur privé en fait, est adressée puisqu'on a une notion de retour sur investissement ou du moins d'amortissement du salaire du futur embauché. À partir du moment où on sort d'une thèse cifre de 3 ans quand même d'une thèse, ce qui est inconcevable, sortir de 3 ans de développement pour un privé sans volet opérationnel, c'est la dichotomie entre recherche finalement et pur privé. Si on arrive à sortir au bout de 3 ans avec ça, on a la garantie, en tout cas le privé, dans l'honnêteté de l'accord et du contrat cadre qui le lie avec le monde de la recherche, à la capacité de continuer dans ses engagements et d'embaucher le thésard. À partir du moment où on aboutit au bout de 3 ans à quelque chose qui est toujours à l'étape de la recherche, qui a fait l'objet de plein de publications, puisque ça reste la priorité même d'une thèse cifre, on a une incapacité en tant que secteur privé de se dire je vais continuer à assumer un salaire. Je précise quand même que pendant la notion de thèse cifre, on a une partie prise en charge par la NRT, on a aussi une partie prise en charge par le privé. Donc si on n'a pas finalement au bout des 3 ans le volet opérationnel et commercialisable, le privé a investi dans de la recherche. Seulement, ce n'est pas le rôle du secteur privé, c'est le rôle de la fonction publique. Et c'est là où, effectivement, il faut bien cadrer. On en revient sur la finalité. Il y a plein d'objectifs, mais on confond souvent les objectifs, parfois individuels, avec la réelle finalité. Et la finalité, pour moi, d'une thèse cifre, c'est d'aboutir à un projet opérationnel et commercialisable à la fin des 3 ans, qui puisse s'appuyer sur des travaux de recherche appuyés et encadrés par un écosystème finalement fiable. Oui, je reprends juste la main sur une notion qui est quand même importante. Et ça, c'est en tant que juriste que j'apporte cette précision. Dans la plupart des contrats de travail que nous faisons signer, que nous préparons nous, il y a une clause, un article qui s'appelle la clause de confidentialité et la clause de non-concurrence. Effectivement, dans le cadre d'un travail de thèse, il y a la publication. Et une entreprise publier des résultats ou des projets, ça peut être assez gênant. Oui, effectivement, ça peut l'être. Et là, je vais faire un retour d'expérience sur nous, la thèse. Alors, nous, on est dans une vraie démarche open data, et j'en parlais, économie de la connaissance. L'enjeu, c'est de partager tout ça. Par contre, effectivement, là où on a cadré la chose, c'est à partir du moment où on a l'idée, on arrive aux 3 ans, on ouvre à partir des 3 ans. Donc, les publications sont sur validation. Le contenu de ces publications est sur validation. C'est pas parce qu'on a finalement la recette qu'on a le gâteau tout fait. Donc, ça, moi, j'en reviens à un autre paradigme qui, là, est propre au secteur privé. La majeure partie du secteur privé se dit, c'est mon idée, il ne faut surtout pas que je la partage, quelqu'un va me la voler. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un Calédonien qui est expatrié aux US à la Silicon Valley qui dit ouvertement, moi la première chose que je fais quand j'ai une bonne idée, c'est que je la partage. Si moi qui ai eu l'idée à l'origine, qui ai la vision, je ne suis pas assez bon pour y aller d'abord, dans tous les cas je me serais fait avoir, alors autant que je le sache tout de suite. Et ça je pense que c'est un vrai changement de paradigme aussi à apporter au secteur franco-français, où on a tendance à tout garder, à faire attention, c'est confidentiel. Je pense qu'il faut un peu finalement temporiser ça, c'est important dans le cadre de tel développement. Par contre, quand effectivement on comprend que ce sont de vrais travaux de recherche et que c'est sur le long cours et qu'il y a quand même des vraies compétences autour, fondamentalement tout le monde ne va pas s'y pencher demain, et quand bien même quelqu'un s'y pencherait, opportunité, vers à moitié plein, on est capable de se dire qu'on va plutôt essayer de se rapprocher pour voir effectivement quelles sont les complémentarités et comment on peut avancer encore plus vite. Donc effectivement, je rejoins la notion de confidentialité, mais c'est aussi une vision à changer un petit peu, en disant qu'à la fin des 3 ans, tout pourrait être ouvert à partir du moment où la solution est commercialisable. Et donc on a une possibilité de retour sur investissement, et où on se dit que c'est pas parce qu'on donne quelques infos que la personne est capable de le faire tout de suite mieux que nous, quoi. Donc c'est un juste milieu à trouver.
Oui. Puis la confidentialité peut se pratiquer, hein, même au niveau des publications. Ah oui, tout à fait, ouais, jusqu'à publication, jusqu'à soutenance de la thèse, quoi, hein. Ouais, donc, bien, et une dernière intervention, et puis après, eh bien, on va vous libérer, parce que nous allons délibérer, mais les étudiants, bon, résultat demain, hein, demain midi, pour les... Alors, en 30 secondes, juste avant, et pour rebondir sur ce qui était dit là et avant, du coup, pour ne pas finir sur cette note-là, quelque chose qu'on oublie aussi, c'est qu'ici, on a tout à faire avec le secteur de la recherche en collaboration. Par contre, ça commence par assainir. Donc, on est OK pour partager, mais ça commence par assainir la chose. Ça aussi, je l'avais dit en plénière, Triade et Pium, là. Donc, avec tout le monde autour de la table, on a, nous, dans notre secteur, beaucoup de privés qui se montent, en fait, et qui viennent du secteur public. Donc, qui viennent de la recherche, qui possèdent tout, les savoir-faire, qui ont été perfusés, on peut le dire, et qui, d'un coup, paf, montent une start-up ou une société qui va répondre en plus directement et par des accords ne serait-ce que de connaissances et de proximité aux besoins opérationnels des acteurs de la recherche qui sont juste à côté. En Calédonie, on a des exemples assez flagrants. Des gens, ça fait plus de 13 ans qu'ils sont sur le site de l'IRD. Il y a un moment, il faut commencer à assainir un petit peu tout ça. Et dans la foulée, on sera capable, nous, de contribuer et de collaborer toujours mieux en pleine transparence et surtout en pleine confiance. Donc il y a un vrai point là-dessus aussi en Calédonie, parce que comme c'est tout petit, ça se voit plus, ça se sait plus. Et effectivement, on parlait de la notion de méfiance, c'est important à considérer aussi. Pardon. C'était plus une remarque finalement, et c'est vrai que Christophe l'a un peu souligné ce matin, c'est qu'au sein des instituts maintenant, on a aussi nos cellules d'innovation et qu'on nous pousse de plus en plus à les contacter, voire avant de publier. C'est-à-dire qu'on commence à rentrer dans une démarche de brevet, puis de publication, les publications étant là pour faire la publicité du brevet. C'est un peu malsain à mon sens, mais on rentre dans le système à notre niveau aussi. Et c'est vrai qu'au niveau confidentialité, maintenant sur les thèses, on peut breveter. Ça va a priori plus vite qu'une publication. Et après, on peut publier. Donc, on fait de la pub pour nos brevets. C'est aussi une solution.